la nécessité qui a émergé donc de remplacer en fait le système d'avertissement qui existait jusqu'alors en un système beaucoup plus accessible pour le grand public et pour tous les partenaires institutionnels aussi. Et donc on a décidé de mettre en place ce système de vigilance sur un certain nombre de paramètres, la pluie, le vent, les orages au départ. Voilà, enfin, on en a rajouté ensuite par la suite. Et donc c'était dans le but de donner la même information de qualité en anticipation à tous les citoyens, quelle que soit leur fonction, quel que soit leur niveau. Et c'est un système qui a fait école, hein, puisqu'il a été finalement repris dans de nombreux pays et même par l'Organisation météorologique mondiale, donc qu'il a ensuite intégré au dispositif de l'ONU, hein, pour développer les pays et notamment la résilience, hein, ces systèmes de vigilance qui aujourd'hui sont vraiment une référence mondiale et qu'on essaie de développer dans le monde entier. Donc la vigilance météo qui a évolué, qui a vécu avec l'ajout de la canicule, des grands froids en 2004, puis les crues un peu plus tard avec nos partenaires du Chapi, et puis enfin les vagues submersion en 2011. Voilà. Merci François. Louis Baudin, comment se déroule la préparation des bulletins météo sur RTL ainsi que sur TF1 et LCI? Quelle est la mécanique et quelle est la journée type? La mécanique, c'est qu'on s'appuie effectivement sur les modèles. Alors moi, j'ai un parcours un peu atypique. Je veux dire, plus généralement, on utilise... Pour moi, c'est une chance, les données de Météo France. Je me bats et je me bats encore pour que, en tout cas, nous, sur RTL et TF1, on conserve l'information de Météo France, parce que pour moi, je vais peut-être pas faire plaisir à tout le monde, mais de base, ça reste l'organisme qui a les plus gros moyens pour pouvoir faire cette prévision-là. Hein, la référence. Après, on peut discuter de la façon dont on utilise et dont on transmet cette information, ça c'est un autre sujet, mais de fond, le travail des calculateurs, des ordinateurs, des prévisionnistes, l'équipe qui a Météo France, pour moi, est aujourd'hui la plus performante. Et donc, on a des briefings, on reçoit des cartes réactualisées tout au long de la journée en fonction des abonnements. Je ne rentre pas dans le détail, mais voilà la base du travail. Et puis c'est vrai que moi, en tant que prévisionniste et puis passionné encore par ça, j'y ajoute mon grain de sel, j'y ajoute mon expérience. Alors, pas tellement pour faire mieux, mais simplement parce que je peux réactualiser jusqu'au moment où je prends l'antenne. Les modèles sont réactualisés 4 fois dans la journée, et c'est vrai que parfois quand je prends l'antenne, j'ai la chance d'avoir un modèle qui est juste réactualisé avant. Évidemment, Météo France fait le même travail, mais la mise à disposition va arriver un peu après, et donc moi je fais cette petite réactualisation avant. Voilà le type de travail. Alors ça commence à 6h le matin pour RTL, c'est réactualisé tout au long de la matinale. Pourquoi? Parce que j'ai demandé, quand je suis arrivé à RTL il y a 22 ans maintenant, à ce que dans les studios on ait en direct, toujours en liaison avec Météo France, les images radars, les observations. Donc devant moi, tout au long de la matinale, je vois les événements météo qui se déroulent, ce qui permet d'être très interactif avec le média, sachant que la radio est justement ce radio de proximité. C'est-à-dire qu'en 1 minute, on peut réactualiser. À la télévision, il faut préparer les cartes. Voilà. Il y a un travail en amont, effectivement, une préparation. Voilà, qui est un peu plus long, mais c'est le même résultat à la fin. Une liste de questions maintenant pour nos intervenants. Je vous rappelle ce débat, comment prévoir le temps, le thème de la session. Pour toutes les personnes qui ont envie de faire ce métier, peut-être plus tard, quel type de formation faut-il entreprendre? On va peut-être donner quelques exemples de vos parcours respectifs et on va commencer par madame ou mademoiselle, par politesse. Après mon baccalauréat scientifique, j'ai passé un concours à l'école supérieure polytechnique d'Antananarivo, c'est la capitale de Madagascar, pour devenir ingénieur en météorologie. Après mes 5 années d'études, j'ai poursuivi dans une spécialisation en études d'impact environnementaux à l'université de Bordeaux. J'ai fait un peu du travail au sein de la direction générale de la météorologie à Madagascar en tant que chef du service de la communication. J'ai travaillé en tant que présentatrice et travaillé aussi avec les prévisionnistes, bien sûr. Et j'ai repris les études en 2018 pour faire ma thèse et faire une spécialisation en gestion des risques et des catastrophes. François, quel parcours? Moi j'ai fait, c'est un peu particulier, j'ai fait une école d'ingénieur en informatique pour commencer, mais finalement j'ai décidé que je voulais faire de la météo et donc je suis rentré à l'école nationale de la météorologie après, où j'ai donc suivi les études ingénieur de travaux de la météorologie, hein, et j'ai été diplômé, et voilà, depuis une quinzaine d'années je suis à Météo France. Bien.
Louis Baudin. Alors, je vais essayer de résumer. Non, mais de dire les choses essentielles, il faut d'abord être passionné. Moi, je suis devenu météorologue parce que je suis passionné d'aviation, je suis passionné de voile, je suis passionné de montagne. Il faut être passionné de son environnement. Moi, je suis convaincu par ça. Et puis derrière, malheureusement, et je dis ça pourquoi ? Parce que je rencontre énormément de gens passionnés par ça qui me disent « Bah oui, mais moi, je suis pas bon en maths ». Donc c'est vrai que la porte d'entrée pour accéder à la météorologie, c'est ça, c'est un concours bête et méchant, entre guillemets, pour être ingénieur ou en tout cas rentrer à Météo France. Et c'est vrai que ça me désole un peu parce que je vais être un peu dur en disant ça, mais j'ai eu des collègues à Météo France qui étaient rentrés là beaucoup plus pour la fonction publique que pour la passion. Et puis je connais en extérieur des gens qui sont passionnés, qui n'y arriveront jamais et qui m'écrivent. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils m'écrivent en disant je suis passionné par ça, je continue. Et malheureusement, en France, c'est le cas dans de nombreux domaines. Exactement. Hein. Donc malheureusement, voilà, il faut être bon en maths. Mais j'y ajoute la passion. Il faut vraiment être passionné, il faut avoir cette envie de regarder. Je peux dire que moi, je ne me lève pas un matin sans regarder dehors, c'est la première chose. Alors bon, pour aussi voir si la prévision est bonne, mais c'est aussi un plaisir. Ça va être un plaisir de regarder les nuages, le ciel, découverte. Et puis si en plus, on a une passion qui dépend un peu de la météo, hein, que ce soit l'aéronautique, la voile, la promenade, la marche ou encore en montagne, évidemment que s'y intéresser et autres. Alors on peut le faire quand on a la chance d'être bon en maths de manière professionnelle. Moi, j'ai eu la chance de faire ça avec un parcours qui dépasse même ce que j'espérais au départ. Hein. Moi, j'ai fait de la course au large pendant 15 ans. C'est la course au large qui m'a amené aux médias. Et puis, dans les médias, j'ai eu la chance d'avoir la confiance des plus grands. Quand vous arrivez sur TF1, c'est assez extraordinaire. Puis maintenant, j'ai la confiance de TF1. C'est-à-dire quand je veux dire quelque chose, Anne-Claire, par exemple, tout à l'heure, on en parlait. Elle me dit, bah, écoute, Louis, tu viens dans le 20h et tu viens le dire. Donc, vous n'imaginez pas la chance que j'ai. Je peux raconter mon métier qui est en même temps une passion sur les plus grands médias français. Donc voilà, j'ai une chance extraordinaire. C'est que du bonheur et c'est aussi que du travail et donc de la passion. Voilà, vous savez, c'est toujours la même chose. Hein. Quand on veut arriver le plus haut ou avec le plus grand engagement et avec la plus grande responsabilité, eh ben, c'est du travail, c'est de la patience, c'est de la remise en cause. Il n'y a pas un matin où je ne me remets pas en cause. Et puis la météorologie, on va peut-être en parler, hein, est loin d'être encore très fiable. Donc on prend des coups sur la tête tous les jours. Donc on ne fait jamais le malin avec cette nature-là. Et plus généralement, il ne faut pas faire le malin avec l'environnement, le respecter, l'écouter. Donc il faut apprendre ça. Donc c'est du cœur, c'est de la passion, c'est du partage, c'est de l'émotion. Enfin bon, voilà, je pourrais continuer comme ça. Mais oui, j'allais vous demander quels sont les atouts, les profils idéaux pour être prévisionniste, météorologue. Louis l'a dit, le travail, la passion. Pour Louis et pour vous ? Bah oui, non, mais c'est sûr, hein, la passion, ça ne peut que faire de vous un meilleur, je pense, professionnel et ça donne la qualité, l'envie surtout de se remettre en cause et d'aller plus loin dans ses connaissances et de mieux servir au mieux nos concitoyens. Donc non, c'est sûr que c'est un atout décisif. Et puis oui, du travail quand même, parce qu'effectivement, ça reste une discipline scientifique. Donc il y a peut-être trop de maths, mais il en faut quand même à un certain niveau. Rina, les profils idéaux ? Tout d'abord, je suis sûre et je suis convaincue que la météorologie est un domaine transversal. Le secteur de la santé, de l'éducation, des infrastructures, du tourisme, tout ça dépend de la météo et c'est un grand atout quand on fait de la météo. Et un profil que je dirais idéal, le travail au sein de la météorologie, le métier de la météorologie nécessite de la passion, mais aussi de l'esprit d'équipe. Notre collègue à côté avait dit tout à l'heure qu'on part de l'observation, on collecte toutes les données, il y a la transmission, il y a le décodage et il y a l'analyse et le traitement. Tout ça, c'est une chaîne de travail magnifique. Et donc, un esprit d'équipe, c'est aussi quelque chose d'important. Concernant les prévisions, il y a plusieurs décennies, j'ai le souvenir que les bulletins météo diffusés à la télévision, à la radio, n'étaient pas toujours très, très fiables. Alors, on ne va pas citer de nom, bien sûr. Non, c'est pas pour ça. On peut dire qu'aujourd'hui, globalement, les prévisions sont fiables au moins à 4 jours. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est plus fiable à 4 jours au moins ? On peut dire que c'est relatif. Tout dépend des conditions météo, naturellement. Oui, c'est relatif. Et aussi, plus l'échéance est courte, meilleure sera la prévision. Et plus l'échéance est longue, l'incertitude augmente.
Si je vais vous dire, vous illustrer un petit exemple, même si ça fait partie de la variabilité climatique. En octobre 2021, la Direction générale de la météo à Madagascar a prévu qu'il y aura environ 3 cyclones qui vont atterrir à Madagascar durant la saison cyclonique 2021-2022. Alors ce phénomène météorologique, après la fin de la saison cyclonique le 30 avril dernier, nous avons eu 6 cyclones. Nous avons... on peut pas écarter l'hypothèse du changement climatique, bien sûr, mais ça nécessite des études approfondies. Mais pour vous dire seulement que l'incertitude augmente par rapport à l'échéance et c'est tout à fait relatif. Alors on va reparler du changement climatique tout à l'heure, bien sûr. Globalement, on peut dire quand même que la météo est une science inexacte qui devient quand même de plus en plus exacte. Qu'est-ce qu'un modèle météo? Une question peut-être un peu technique. Et quels sont les différents modèles utilisés? Qui veut répondre? Je peux répondre. Un modèle météo, c'est un gros logiciel, on va dire, qui intègre, donc, comme je l'ai dit, énormément de données d'abord, donc satellites de plus en plus, pour l'immense majorité, des données donc après de ballons son, des données de stations météo sol, des données de mesures d'avions commerciaux et autres. Donc il y a une grosse phase de calcul déjà qui permet d'ingérer toutes ces données et d'avoir un état initial. Et ensuite, on a transcrit dans ce modèle météo toutes les lois de la physique telles qu'on les connaît au mieux, avec des méthodes numériques d'approximation, donc qui font des gros calculs avec beaucoup de... le modèle, comment dire, découpe l'atmosphère en tranches, en petits cubes en fait, avec ce qu'on appelle une maille, et on essaie de déterminer l'état de la température, du vent, de l'humidité, enfin de tous les paramètres météo sur chacun de ces petits cubes, et on fait tourner ça pour savoir dans 1 heure, dans 2 heures, dans 3 heures, dans un jour, dans 2 jours, etc. comment ça va évoluer. Donc ça, c'est un modèle. Et donc c'est très très gourmand en calcul parce que les modèles ont de plus en plus de niveaux, ont de plus en plus de données ingérées et sont de plus en plus fins surtout, donc les petits cubes sont de plus en plus petits et ça nous permet à la fois de faire des prévisions de plus en plus précises mais au prix évidemment d'un temps de calcul supérieur, donc d'où l'importance d'avoir des gros supercalculateurs toujours plus puissants pour faire tourner ces modèles. Alors rapidement, ce que ce sera peut-être un peu technique, mais à partir de ces modèles, comment les prévisionnistes établissent la carte que tout le monde connaît à la télévision, la carte météo? Il y a une analyse, en fait, on compare, donc je ne vais pas rentrer de manière différents exhaustive modèles. les différents modèles, mais bon, tous les grands pays, on va dire occidentaux notamment, mais pas que, les Chinois évidemment, les Russes, enfin tous les grands pays font des modèles météo. Par tradition, Météo France a une ancienneté et des modèles quand même de référence qui sont parmi les plus performants au monde, donc on utilise en priorité nos modèles, mais on utilise le modèle européen notamment, auquel on collabore d'ailleurs étroitement également comme une autre référence, le modèle américain, enfin bref, il y a un ensemble de modèles qui sont comparés par les collègues pour une échéance donnée, pour savoir quelle quantité de pluie va arriver, à quel moment, etc., sur quelle région. Et puis on essaie d'expertiser en regardant quel modèle colle le mieux à la réalité à l'instant donné et pour extrapoler au mieux ce qui va se passer dans la suite. Et du coup, on établit un scénario de prévision presque heure par heure. Enfin, en tout cas, on y arrive petit à petit, presque à 2 heures par heure. En tout cas, à minima toutes les 3 heures et par demi-journée. Ensuite, on synthétise ça, nous, pour les présentateurs par demi-journée, matin, après-midi, et on dessine des cartes avec des petits soleils qui viennent un peu résumer, on va dire, faire une synthèse globale de toutes ces informations qui sont très nombreuses. De tous ces modèles et de toutes ces informations. Voilà. Météo France utilise également des stations météo amateurs. Ouais. Il paraît qu'il y a de moins en moins de relevés manuels chaque jour et que ces stations sont remplacées par des bornes automatiques et finalement les amateurs en fait finissent par entretenir uniquement cette station régulièrement. Alors oui, entretenir, quand je dis entretenir, c'est un entretien, c'est-à-dire nettoyer. Oui, c'est vraiment une supervision, effectivement. Vérifier que ça fonctionne, voilà, bien sûr. Voilà, c'est ça. Éventuellement, déboucher un pluviomètre, par exemple, ça peut toujours servir. Sinon, ça ne mesure pas. Non, mais ils servent encore. Non, on a besoin encore des observateurs, ceux qui restent encore avec une station automatique, même si c'est plus eux qui vont relever manuellement comme ils le faisaient avant depuis des décennies, voire plus même. Enfin, les thermomètres et les pluviomètres. On a encore besoin d'eux pour nous signaler s'il y a de la grêle, s'il y a des phénomènes qui ne peuvent pas être rentrés dans la mesure automatique. Et il y aura donc, il y aura très vite une interface qui leur permet de nous faire remonter ces informations justement à nous les prévisionnistes pour avoir ces informations en plus. D'ailleurs, une personne qui a une station météo amateur, elle peut jamais partir en vacances, si je comprends bien, vu qu'elle doit faire des relevés chaque jour. C'est compliqué quand même.
Non, oui, alors avant c'était effectivement vrai. Maintenant, quand même, la station automatique, normalement, vit sa vie, si je puis dire. Hein. Elle n'a pas besoin d'un entretien tous les jours non plus. J'ai connu des personnes qui demandaient à leurs voisins de prendre des relevés pendant qu'ils partaient. Avant, quand c'était pas automatique, il n'y avait pas le choix, hein, effectivement. Lors de certains phénomènes météo, les tempêtes, la neige, les orages localisés, il y a encore des incertitudes parfois, même quelques heures avant l'événement. Vous en parliez, Rina. Pour ces phénomènes, est-ce que les prévisions seront de plus en plus précises ces prochaines années ? Parce que c'est quand même compliqué à chaque fois que nous avons des orages localisés, des tempêtes de neige. Oui, comme je disais tout à l'heure, c'est tout à fait relatif. C'est vrai qu'il y a une grande avancée de la technologie, d'observation, etc. Et aussi l'expertise des prévisionnistes et des météorologues. Mais ça n'empêche que les phénomènes atmosphériques, la dynamique de l'atmosphère est complexe et donc il y a beaucoup de paramètres à mesurer, plusieurs équations à considérer et donc l'incertitude, il y a toujours cette incertitude, mais la technologie actuelle et toutes les expertises nous serviront à améliorer jour après jour tous les résultats. Voilà. Pour les prévisions, on en parlait tout à l'heure, il y a des spécificités selon les régions. On peut parler par exemple des bords de mer, l'îlot de chaleur urbain, dans les grandes villes, dans les grandes agglomérations. Et à Madagascar, Rina, on s'arrête sur quelle spécificité ? J'ai déjà parlé de cyclones tropicaux, puisque nous sommes dans un bassin cyclonique, dans le bassin du sud-ouest de l'océan Indien, une grande île, et où, durant l'été, il y a la température de la mer qui excède les 26 degrés jusqu'à une profondeur d'environ 50-60 mètres. Et il y a aussi la zone de convergence intertropicale, c'est-à-dire la ceinture dépressionnaire qui descend sur Madagascar. L'été chez nous, c'est de novembre à avril. Et cette zone de convergence intertropicale amène de l'humidité. Et l'humidité couplée avec le réchauffement de l'océan, ce sont des conditions favorables à la formation des cyclones, de 1. De 2, durant la saison d'été, par exemple, il y a le régime d'Alizé, c'est ça qui est spécifique, si je peux m'exprimer ainsi. Ce régime d'Alizé, c'est du vent du sud-est. Et donc, il va souffler sur Madagascar. C'est un vent humide, mais il va déverser l'humidité dans la partie est parce qu'il y a un obstacle des reliefs et il y a ce qu'on appelle effet de fun qui va faire en sorte que toutes les précipitations, l'humidité va déverser sur le versant est et nous aurons des températures plus douces sur les hauts plateaux et des températures plus élevées par rapport au plateau sur le versant ouest. Voilà, c'est une Merci Rina. François, Louis, on peut peut-être revenir sur quelques spécificités françaises par rapport à certaines régions ? On a, oui, enfin tu l'as dit, l'îlot de chaleur urbain, hein, effectivement pour les villes, alors qui est pris en compte, comme un facteur aggravant pour les canicules, hein, bien évidemment, hein, ça c'est sûr. Après, les régions en bord de mer. Après, en bord de mer, les submersions marines, mais enfin bon, c'est évidemment une vulnérabilité, mais bon, qui est en fait existe dans beaucoup de littoraux du monde, hein, qui n'est pas complètement spécifique non plus. Non, j'ai réfléchi. On a les épisodes méditerranéens, bien sûr. Les épisodes méditerranéens, oui, c'est ça. Donc là, il y a évidemment des recherches spécifiques, beaucoup qui sont menées sur ces pluies diluviennes avec des impacts, hélas, dramatiques trop souvent. Et donc on affine les modèles, la résolution, le modèle Arome notamment, hein, qui a été vraiment affiné ces dernières années. Donc oui, il y a beaucoup d'efforts qui est porté sur ce type de modèle pour évidemment essayer de mieux prévenir et de limiter les dégâts. Ces derniers mois, à plusieurs reprises, la France a subi la présence d'un nuage de sable venu du Sahara. Conséquence, nous avons vu que les prévisions n'étaient pas tout à fait justes, limitées. À l'avenir, est-ce qu'il sera possible de prendre en compte ce phénomène spécifique ? Oui. Alors comment ? Est-ce que c'est un peu juste comme réponse, François ? En fait, il y a un modèle Arome aérosol qui est en train d'être développé, donc c'est-à-dire notre modèle le plus précis.
Donc qui va être, d'après ce que j'ai compris, parce que c'est des collègues à moi qui s'en occupent, mais couplé au modèle global pour déjà donc du coup rendre compte de l'effet occultant des poussières de sable. En fait, c'est même une demande des armées au départ qui a besoin d'avoir une meilleure modélisation de ces poussières dans l'atmosphère pour les besoins donc militaires avant tout. Mais en réalité, évidemment, on voit bien que ça a fait quelques erreurs, enfin l'année dernière et cette année au moins, quelques erreurs assez spectaculaires sur la température et donc la nébulosité. La température aussi, et puis bien sûr la luminosité, Ouais. effectivement. De la météo au climat, il n'y a qu'un pas. C'est la deuxième partie de ce débat. Quels sont les effets du changement climatique sur les prévisions météo ? Qui veut répondre ? On ne se bouscule pas apparemment. Non, c'est très compliqué parce que effectivement, on rentre là dans le cœur du sujet des projections pour l'avenir. C'est qu'entre la variabilité naturelle du climat, qui en plus dans un pays comme la France, qui est situé à mi-chemin entre le pôle et l'équateur, qui a influence atlantique, méditerranéenne, climat de montagne, climat continental, tout ça cohabite avec parfois l'influence de l'un, de l'autre. On l'a vu avec les vents de sable qui sont remontés, influence méditerranéenne. Donc il y a déjà une grosse variabilité naturelle sur laquelle on ajoute cette élévation de la température. Alors à quel moment est-ce qu'elle vient jouer, amplifier ou pas, ou atténuer un phénomène ? On en est au début, faut bien reconnaître de ces implications, sachant que aujourd'hui on essaie, médiatiquement, parfois on dit tiens, ça c'est le réchauffement, ça c'est le réchauffement. Puis si on se penche sur le passé, sur les statistiques, on se rend compte non, c'est déjà arrivé, puis pas forcément moins souvent, et puis pas forcément avec des. Donc c'est très compliqué, même si probablement, certainement, il y a une influence. Mais ouais, il y a encore toujours de la le même recherche. problème, c'est que la météo, on peut hein. remonter sur 100 ans à peu près, 150, les statistiques, ouais, un peu plus de 100 après, ans. Voilà. Le climat, c'est bien plus long. C'est bien plus long. Effectivement. Après, on s'aperçoit quand même que à situation météo équivalente d'il y a 50 ans et maintenant, il fait quand même plus chaud maintenant, donc il est plus facile d'avoir des situations. C'est une certitude, effectivement. Il est plus facile d'avoir des situations qui donnent des canicules par rapport à avant. Avant, il fallait vraiment d'un concours de circonstances assez invraisemblable, atmosphérique, pour avoir des canicules. Maintenant, c'est hélas beaucoup trop banal. Alors, suite à ce changement climatique, justement, est-ce que des formations sont envisagées ces prochaines années pour les météorologues, les prévisionnistes, ou est-ce que c'est déjà le cas, notamment à Météo France ? Ah oui, c'est déjà le cas. Enfin, on a des sessions de formation qui sont ouvertes. Je crois que certains ont dû passer par là déjà, certains présentateurs. Après, je ne suis pas au courant du détail de ces programmes, mais en tout cas, les formations, elles existent, ça c'est sûr, et je sais que certains les ont déjà faites. Pour la formation des météorologues et des prévisionnistes, il y a toujours des formations et des recyclages réguliers, parce que le temps évolue très rapidement et même il y a des formations qui sont organisées régulièrement par l'Organisation météorologique mondiale que les météorologues et les prévisionnistes opérationnels doivent suivre. Nous sommes peu nombreux à aimer évoquer les prévisions saisonnières. Louis Baudin le premier, me semble-t-il. Ce sont des prévisions faites sur plusieurs mois, on parle plutôt d'une tendance d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne ? Bon, on utilise des supercalculateurs notamment. Est-ce que quelqu'un peut aborder le sujet ? Non, moi je peux l'aborder sur le plan de l'utilisateur de ces modèles. Après, on verra. Mais non, moi j'en profite là pour... C'est un peu le seul coup de gueule ou en tout cas réserve que j'aimais, c'est qu'en ce moment les médias mettent une énorme pression sur tous les scientifiques. On l'a vu dans d'autres domaines, mais c'est aussi vrai sur la météorologie, pour avoir des réponses. Aujourd'hui, dans une société qui veut des réponses à tout le temps. D'où ces projections. Aujourd'hui, il n'y a pas une journée, on vient me voir avec un smartphone, on me dit, regarde, oui, dans 15 jours, il faut être le temps. On va en parler d'ailleurs des applications sur smartphone. Arrêtez, on est tous comme ça. Je veux dire, au-delà de 5-6 jours, on l'a dit, scientifiquement, ça n'a plus de sens. On peut se faire plaisir, on peut se dire, allez, tiens, dans 15 jours, j'ai un mariage, et si, regardons. C'est pas fiable. On utilise des statistiques quand même. Mais voilà, ouais, mais bon, ça n'a pas de valeur déterminée. C'est souvent une chance sur deux, et quand ça tombe bien, et pour moi, aujourd'hui, les prévisions saisonnières que je regarde quotidiennement sur le site Météo France, maintenant, à mon avis, il y a été reculons parce que... Bon, je ne vais pas parler à la place de Météo France, mais je pense qu'ils savent très bien que la fiabilité est toute relative. Mais comme d'autres sites, comme tout le monde le fait, on va quand même diffuser quelque chose, mais avec toutes les réserves qui doivent être. Je ne vais pas revenir sur l'an dernier où le Parisien titre au printemps, l'été sera caniculaire. On a vu le résultat. Cette année, c'est reparti. C'est 76. Arrêtez, quoi. On et l'été dernier était, entre guillemets, pourri. Oui, bon. Oui. Mais ça veut...
Mais ça ne veut pas dire, pour finir, après je vais laisser la parole au spécialiste, qu'il ne faut pas chercher, il ne faut pas continuer, et que les grands comptes, ce qu'on appelle grands comptes EDF, que des professionnels du bâtiment, on leur diffuse ce genre d'informations, mais auprès du grand public, Bien sûr. je pense que c'est un peu tôt, et ça peut amener des dérives qui moi, aujourd'hui... Alors ça tombe bien. Dans ce débat, nous avons une personne de Météo France qui va répondre. Oui, non, mais juste pour dire, pour aller dans le sens de ce que vient de dire Louis, effectivement, déjà, nous, on a changé l'appellation, ça s'appelle plus prévision saisonnière, c'est tendance climatique à 3 mois, voilà. Donc déjà, c'est plus modeste, hein. Comme ça, vous ne nous entendrez plus jamais parler de prévision saisonnière. Enfin, normalement, on va essayer de s'y tenir. Voilà, comme ça, c'est clair. C'est une tendance climatique. On donne des pourcentages de chance. Là, par exemple, pour la dernière qu'on a diffusée, le trimestre, déjà, c'est par trimestre, donc mai, juin, juillet. 50% de chance d'avoir un temps plus chaud que la normale. Alors bon, 50% de chance, 25% de chance que ce soit normal et 25% inférieur. Bon, ça, au grand public, je pense que ça n'apporte pas grand-chose comme information utile. Certains professionnels, eux, en tirent quelque chose et une valeur socio-économique. Enfin, il y a quand même une valeur. Mais voilà, mais oui, c'est tout à fait pour répondre à une pression, on va dire, sociétale et de l'environnement. Et économique aussi, et économique, qu'on a diffusé ça. Mais en fait, les acteurs économiques qui savent s'en servir travaillent déjà avec nous sur ces sujets avant. Hein. Ils prennent avec des pincettes. Et ils savent prendre avec des pincettes. Et ils comprennent la notion de probabilité, en fait, qui est indispensable pour ce type de prévision. Voilà. Lorsque nous sillonnons la France, notamment les villages, les milieux agricoles, on se rend compte que les gens sont encore très, très attachés aux dictons météo. Alors bien sûr, les seins de glace, mi-mai, en avril ne te découvre pas d'un fil, Noël au balcon, Pâques au tison. Pourtant, ce sont souvent de nombreux dictons qui datent du Moyen-Âge et ce n'est pas toujours vérifié statistiquement. C'est pas faux ? Oui. En effet. C'est un peu court, monsieur, encore François. Si je peux juste dire une petite chose, il y a des dictons de bon sens. Je suis passionné de voile, d'aviation, et c'est vrai que il n'y a pas si longtemps que ça, les paysans, les marins se rendaient bien compte qu'ils se prenaient de temps en temps des catastrophes sur la tête, et donc ils ont très vite cherché des signes dans le ciel. Et donc ces signes, ils se sont transmis ces informations de génération en génération, parfois sur des dates en disant, on pense aux seins de glace. Je pense qu'à un moment, il y en a qui s'est dit quand on arrive à cette époque de l'année, il y a un peu moins de gel. Donc on va mettre cette date-là comme un peu limite, où après on va pouvoir faire des plantations. Ça veut pas dire statistiquement, pardon Louis, je crois que ça s'est vérifié une fois sur 5, quoi. Oui, c'est ça, voilà, exactement. Ça reste. Mais pour eux, à l'époque, il fallait les trouver. Et puis pareil, il y a beaucoup de dictons sur la couleur du ciel, sur les couchers de soleil, que les marins ont mis en place, disant est-ce que demain, je peux trouver les signes d'une tempête ou de l'arrivée d'un... Voilà, ils ont cherché des signes. Et parfois, ça a un peu de sens quand même, hein, le changement de ciel, le type de nuage dans le ciel. Voilà, donc tous les dictons ne sont pas forcément à jeter. En revanche, jetez tous ceux qui me disent régulièrement, je regarde le temps la première semaine de janvier et je sais le temps qui fera de l'année. Ça, vous oubliez. Ça s'appelle de la voyance. C'est ça. C'est Madame Soleil. Alors, c'est pas toujours vérifié, notamment avec le changement climatique, encore plus, pour le coup. Oui, surtout sur les dictons sur le gel, si on se projette dans un climat nettement réchauffé où il gèlera peu en France, ça n'aura plus tellement de sens, effectivement. Une question, que pensez-vous des applications avec les prévisions météo sur les smartphones ? On l'a évoqué rapidement tout à l'heure. Déjà pour vous, est-ce que c'est fiable ? Pour nous, à Madagascar, oui. Spécifiquement, c'est de plus en plus demandé. Et pour revenir à la variabilité climatique de tout à l'heure, si ce n'est pas pareil pour la France, mais pour Madagascar, il y a même un service de recherche sur la variabilité climatique qui travaille étroitement avec les secteurs. Et il y a des zones, par exemple, pour l'agriculture, presque 85% des Malgaches sont agriculteurs et ils ont besoin des prévisions pour leur agriculture, et on travaille avec les opérateurs téléphoniques. Il y a des codes à composer et il y a une belle voix comme Orange et tout qui va dicter la prévision décadaire ou la prévision de la semaine, la tendance de la semaine, parce que c'est tellement utile chez nous. D'accord. Oui. Alors quand je parlais application, je parlais plus vraiment le picto qu'on retrouve sur chaque smartphone, le petit carré avec le résumé.
Pour vous, c'est souvent fiable ou pas? Alors, il y a un petit souci quelque part, c'est que ça résume une journée entière. Et pour le peu qu'il y ait un petit risque d'averse très très localisé, ou alors c'est vraiment quelques gouttes, bah forcément, sur le carré, sur l'application, sur le Picto, on va avoir de la pluie. Et là, vous prenez votre smartphone et vous allez dire « Ah bah, pas de bol, il va pleuvoir aujourd'hui, pas de barbecue à midi ». Mais en fait, il y a vraiment peu de chances de l'avoir. Et donc, c'est vrai qu'il ne faut pas se fier complètement aux applications de smartphone. Nous sommes bien d'accord. Et c'est là que l'expertise des présentatrices et présentateurs météo apporte la nuance. Bien sûr. Et quand on a dit, par exemple, qu'au-delà de 5-6 jours, bah voilà, c'était quand même un peu utopique, ça n'avait pas de sens. C'est la même chose dans le très très court terme. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a des sites qui s'amusent à faire heure par heure, kilomètre par kilomètre, l'évolution du temps. Bah, on n'a pas encore cette précision-là. Hein. Je sais que Météo France travaille sur une modélisation de plus en plus détaillée, notamment à très court terme, mais on n'y est pas encore. Donc ça aussi, c'est illusoire. Et puis effectivement, les limites de ce type de produit, c'est qu'effectivement, si vous avez un quart d'heure de pluie sous forme d'averse dans la journée, le picto-pluie va figurer toute la journée sur votre calendrier en disant « mince, il va pleuvoir ». Puis vous dites à la fin de la journée, ils sont bien trompés, il n'y a pas eu de pluie. Non, la prévision était juste, mais elle était mal exprimée. Ça pose un autre problème en tant que communicant qui est... et moi, c'est ma plus grande frustration aujourd'hui, c'est que parfois on peut faire une très bonne prévision, avoir une très bonne prévision, on la raconte mal. Et on se rend compte qu'au final, ce qu'ont retenu les gens, c'est le côté ou trop pessimiste ou trop optimiste de ce qu'on a dit. Bon, ça, c'est la remise en cause quotidienne. Mais c'est quand même, dans toutes les informations qu'un journaliste diffuse, une des informations universelles qui est la plus compliquée à transmettre d'une manière objective et recevable par tous. Là, je suis sûr qu'à tous, on vous fait chacun une prévision pour demain. Et à la fin, on vous demande ce que vous en avez retenu. Je suis sûr qu'on va en avoir 10 ou 15 interprétations. Et c'est normal, on est totalement subjectif. Si je vous dis demain il y a des éclaircies, l'optimiste il va retenir éclaircies, il va faire du soleil. Celui qui est le pessimiste, il éclaircies, il y aura des nuages. Voilà, ça vous montre la difficulté de la transmission de cette information. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, les bulletins météo diffusés à la radio et à la télévision font encore des millions de téléspectateurs sur certaines grandes chaînes parce qu'on veut cette expérience de la présentatrice ou du présentateur. Et même si on consulte quand même tous l'application smartphone météo pour jeter un œil. C'est-à-dire que sur le présentateur, il raconte une histoire, donc on a quand même un scénario qui est une histoire et pas des histoires. Voilà. Il y a une histoire juste, enfin aussi juste que possible, du temps qui va se produire. Donc il y a une mise en contexte, un scénario, là où sur un pictogramme sur une application, vous n'avez aucun contexte, vous n'avez rien. Donc déjà, comme Loïc l'a dit, c'est critiquable en soi de résumer avec un picto qui peut être interprété. C'est compliqué d'ailleurs de résumer une information qui peut être complexe par un seul pictogramme. Et puis même si on les multiplie, souvent c'est des prévisions automatisées. Enfin, il faut quand même savoir que des prévisions très fines sur votre commune, même l'endroit où vous êtes, à l'heure près, en gros, seul un météorologue professionnel peut vous le faire. Et c'est pas sur une appli gratuite que vous l'aurez. Hein. Alors justement, d'où ma question. Qu'est-ce qui fait qu'un prévisionniste météo peut être meilleur qu'un autre? Sans donner de nom toujours, hein. Nous sommes bien d'accord. Ça peut être l'expérience, la connaissance du terrain, peut-être des prévisionnistes qui ont beaucoup voyagé. Oui, et puis quelqu'un qui connaît sa région ou le domaine tout simplement, je dirais, qui connaît bien la région, le domaine sur lequel il est amené à intervenir. Donc il y a une expérience précise, ce pourquoi on lui demande de faire la prévision. Moi, si je suis bon prévisionniste en France, vous me mettez, je sais pas, en Amérique du Sud, c'est pas dit que je fasse des prévisions bien meilleures que Google ou un truc gratuit. Dans un premier temps, il y a une phase d'apprentissage, il y a une phase de compréhension justement des phénomènes conceptuels, enfin de comprendre un peu quel est le type de temps qu'on a là-bas, comment ça se passe. Donc ça prend souvent des mois, des années. L'expérience joue quand même, on est bien d'accord. C'est fondamental même, l'expérience. Météorologie, c'est tous les jours, hein, on réapprend, on essaie de corriger, on se sert des erreurs de la veille et ainsi de suite. Mais en permanence, ça apprend l'humilité, hein, c'est la première qualité. Quand on devient météorologue, on devient humble et puis on apprend aussi à partager, à échanger. Parce que ça, j'insiste, c'est quelque chose de très important. Quand on rentre à l'école de la météorologie, la première chose qu'on apprend, c'est que pour faire une bonne prévision ici à Paris, il faut connaître le temps à Melbourne, à New York, en Russie ou autre. Donc il y a une interdépendance de l'information qui doit circuler sur l'ensemble de la planète. D'ailleurs, le réseau météorologique mondial est probablement un des réseaux les plus efficaces aujourd'hui et qui fonctionne depuis le plus longtemps. Et ça, c'est une belle leçon de vie et d'avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut s'intéresser à l'environnement, il faut qu'on ait une démarche collective. On pourra faire tout ce qu'on veut dans un pays comme la France, être le plus vertueux. Si nos amis ne font rien, ça ne change rien à la situation. Surtout qu'on n'est que 67 millions sur 500 000 km², on ne représente pas grand-chose. Donc ça veut bien dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait à la fois
je vais faire un peu de politique, mais un rôle d'exemple sur la France, mais surtout qu'on transmette, qu'on échange pour que tout ce qu'on peut faire de vertueux à un endroit du monde soit partagé dans les autres. Et le météorologue, il apprend ça très vite, avec l'humilité. Merci Louis. Pour clôturer cette série de questions autour du thème comment prévoir le temps, quelles sont les grandes innovations prévues ces prochaines années pour prévoir le temps justement ? Alors, beaucoup de choses. Donc on va faire, évidemment, on développe les modèles, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, les modèles donc, de prévision, il y a une approche qu'on appelle, nous, l'approche dite ensembliste, qui est très en vogue à Météo France, puisqu'en fait, sur ce qu'on appelle les modèles classiques, qu'on appelle déterministes, c'est un peu technique, mais qui sont les modèles que vous pouvez retrouver, enfin que tout le monde connaît quand on dit un modèle, le modèle américain, le modèle français, le modèle européen, allemand, etc. Donc vous avez un modèle qui vous donne un scénario. Donc on a comment dire, la performance de ce type de modèle est quand même plafonnée un peu, et pour vraiment avoir un saut qualitatif, on a dû passer à une approche donc qui dite de prévision d'ensemble, c'est-à-dire d'explorer plusieurs scénarios à partir d'une même condition initiale, de scénarios d'évolution du temps, pour nous proposer des scénarios différents pour une même échéance, mais en gardant le même cœur de modèle. Donc on perturbe un petit peu la situation initiale et on regarde un petit peu comment la simulation évolue. Et en fait, on s'aperçoit que ça nous donne des différents types de différentes simulations qui peuvent nous donner différents types de temps. Alors plus on va dans le temps, évidemment à très courte échéance, ça apporte pas, encore que non, c'est faux, sur les phénomènes orageux notamment, à très courte échéance maintenant ça apporte aussi beaucoup, puisqu'on a développé des modèles ensemblistes Arome, donc à très haute résolution à Météo France, qui maintenant vont avoir la même résolution d'ailleurs que le modèle déterministe, et ça va nous donner normalement une meilleure estimation des pluies les plus intenses. Alors la localisation, ça restera toujours très compliqué, mais en termes d'intensité, on peut espérer mieux anticiper justement les phénomènes les plus intenses, quoi. Donc il y a ça, et puis pour les prévisions à plus long terme, où donc on est là vraiment dans une fiabilité moindre, et ben cette notion de prévision d'ensemble nous donne quand même une meilleure idée, une meilleure confiance dans le temps qu'on peut annoncer à 7 jours, parfois jusqu'à 10 jours. Moi, depuis que je travaille à Météo France, une quinzaine d'années, j'ai vraiment vu la qualité augmenter. Je pense qu'aujourd'hui, à 6-7 jours, on fait des prévisions aussi bonnes qu'à 4-5 jours il y a 10-15 ans. C'est clair et net. Tout dépend bien sûr de l'ambiance et des phénomènes météo en cours. Oui. Très important. On va passer à quelques questions. Si vous avez des questions à poser à nos intervenants, je pense qu'on va vous apporter un micro, monsieur. Ouais, super, merci. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si les données fournies par les satellites sont partagées, ou est-ce qu'il y a des satellites privés qui envoient des données privées et que des organisations utilisent de façon privée ? Oui, sûrement. Mais bon, en tout cas, en météo, toutes les données sont massivement partagées. C'est une tradition quand même, comme Will le disait, de communauté internationale qui marche très très bien, la météo. Même dans la période de guerre froide, la météo, ça fonctionnait bien. Donc, il y a vraiment une tradition de mettre toutes les données en commun pour le bénéfice mutuel. Donc, c'est déjà bien compliqué comme ça, donc c'est bien qu'on mette tout en commun. Oui, tout à fait, ouais, effectivement. Et donc oui, non, il y a certainement des opérateurs privés qui ont des données privées, mais par définition, on n'y a pas accès, donc je ne suis pas forcément au courant, moi. Bon, il est probablement qu'il y ait quelques satellites militaires ou d'observation qui cumulent une utilisation stratégique et peut-être également quelques données supplémentaires, même si ils font appel à Météo France sur les couvertures nuageuses, sur le suivi sur un terrain de guerre et probablement en ce moment en Ukraine. Il est clair que la couverture nuageuse, que l'état du ciel, que les températures, tout ça est suivi d'une manière très très fine par toutes les grandes armées dans le monde, que ce soit en France, aux États-Unis, évidemment en Russie, et que ça passe parfois par des services météorologiques agrémentés ou avec en plus des satellites à très très haute définition qui sont des satellites stratégiques et qui viennent probablement complémenter ces observations-là. Ouais. Alors, on n'a pas bien compris la question, pour tout vous dire ici. Si, ça y est. J'en profite justement alors, sur les terrains de guerre et autres événements internationaux et en dehors de la France. Est-ce que Météo France intervient en dehors de la France et des territoires, évidemment. Alors oui, alors peut-être pas. Alors Météo France, oui, on a des partenariats.
et des jumelages avec certains pays. Donc on essaie de mettre en commun nos connaissances. Mais on a surtout une filiale qui s'appelle Météo France International qui, elle, a vocation à exporter notre savoir-faire et à aider de nombreux pays qui lui font appel à se développer, à utiliser certains de nos outils. Donc c'est surtout par le biais de notre filiale, mais même Météo France en tant qu'établissement a des jumelages avec certains pays d'Afrique du Nord, notamment même ailleurs en Afrique, je crois. Donc oui, bien sûr, on est avant tout le service national, météo national de référence français, mais évidemment, on collabore aussi. Et puis, sans parler évidemment de la collaboration scientifique sur les sujets climat notamment, qui elle évidemment est par définition internationale. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à nos intervenants? Donc je rappelle, Rina, météorologue à Madagascar, François Gourand, prévisionniste à Météo France, et Louis Baudin, journaliste présentateur météo sur RTL, TF1 et LCI. Une autre question apparemment. Oui, bonjour. Donc je voulais vous demander en fait, dans la société ultra connectée dans laquelle nous vivons et avec le partage des informations qui est très rapide aujourd'hui, on a beaucoup de théories, surtout sur le climato-scepticisme, etc., qui circulent. Et comment fait-on, surtout à la télé et à la radio, pour rétablir les vérités et affirmer l'autorité, on va dire, du prévisionniste aujourd'hui et des vérités? Effectivement, c'est en étant le plus transparent possible, en étant le plus scientifique possible dans la démarche, avec effectivement toujours l'aléa qui entoure la météorologie. Effectivement, on n'est pas encore, même si c'est une science exacte, les résultats ne sont pas toujours exacts. C'est donc dans cette zone d'incertitude qu'on peut s'engouffrer, effectivement, pour ouvrir la porte à tous les scepticismes et à tout, mais tout en restant humble, je le répète, encore une fois, sur des projections pour l'avenir. Je crois qu'aujourd'hui, il faut se baser sur l'honnêteté, la transparence. Là, je parle en tant que communicant, et puis ensuite que les scientifiques soient eux aussi transparents sur les démarches, sur les réserves. Là, en parlant par exemple des prévisions saisonnières, peut-être trouver un autre terme qui soit plus juste pour pouvoir traduire effectivement encore les interrogations qu'on peut avoir sur ce type de produit, et puis dénoncer. Voilà, on est là sur un endroit où on peut échanger tous les excès qu'on peut voir, parce que médiatiquement on sait que c'est une information qui intéresse tout le monde, et ces dérives où je crois qu'il y a un site où il y a des prévisions à 3 semaines. Bon, voilà quoi, je suis là pour vous dire que moi, en tant que prévisionniste modèle, je pense que ça n'a pas de sens scientifiquement, si on veut. Voilà, même chose sur la prévision à très court terme. C'est cet échange, c'est cette communication, c'est de pouvoir le faire sur des grands médias, sur tous les médias, pour que, en permanence, on rétablisse une forme d'équilibre et d'honnêteté par rapport à cette science. Mais effectivement, c'est un combat permanent. C'est tout le problème de la médiatisation et de l'évolution de la société. Ouais. Et pour continuer avec cette réponse, il est aussi important de baser la communication sur les impacts perçus et ressentis par la population. Quelquefois, en tant que scientifique, on parle chinois devant un public français qui ne comprend pas le chinois. Et donc, il faut cette humilité de la part des scientifiques. Une autre question ? Ah, là-bas. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais savoir par rapport au modèle météo de prévision, est-ce que les modèles sont alimentés avec les observations et qui, en quelque sorte, s'auto-améliorent au fur et à mesure, ou est-ce que ça ne fait pas partie du modèle météo de vraiment voir les données de terrain qui remontent Oui, en fait, c'est la base, les observations. Donc, en fait, quand on alimente le modèle avec les observations, on fait ce qu'on appelle une assimilation de données. Et là, il y a des algorithmes de plus en plus complexes et efficaces, justement, pour intégrer au mieux ces données et rendre un état le plus fidèle et initial possible de l'atmosphère. Donc, après, est-ce que ça s'auto-améliore? Non, je ne crois pas, mais les techniques, elles, qui permettent d'ingérer ces données, en fait, de les assimiler, elles s'améliorent constamment, en revanche, avec un nombre croissant, donc, comme je disais, d'observations, et puis surtout les données satellites qui sont de plus en plus nombreuses. On voit bien, il y a des radars aussi, les radars de précipitation, enfin, il y a beaucoup de données qui sont ingérées, et donc ces algorithmes d'assimilation qui sont de plus en plus évolués. Et qui nécessite des puissances de calcul de plus en plus importantes. Parce que la limite de tout ça, c'est qu'effectivement, chaque fois que vous ingérez une observation de plus dans le système, cette observation, elle va engendrer des calculs, mais c'est exponentiel. Puisque évidemment, dans l'explication de tout à l'heure, une petite particule, on va essayer de voir dans 3 heures après ce qu'elle est devenue. Mais sauf que dans son trajet 3 heures après, elle influence les autres.
Donc elle va avoir un état, mais qui influence les autres. Donc on recommence le calcul avec la voisine, mais la voisine va recommencer. Donc voilà, je caricature un peu, mais c'est ça l'idée. Donc dès que vous ajoutez une observation, une dizaine, une vingtaine, une centaine, ce qu'on essaye de faire, ça multiplie immédiatement les temps de calcul et donc les puissances de calcul nécessaires. Voilà pourquoi Météo France est en train de se... Je ne sais pas s'il est opérationnel, enfin des puissances de calcul incroyables. Ah oui, oui, et puis c'est multiplié par 5 tous les quelques années. Il y a un nouveau supercalculateur qui va arriver. Enfin, de toute façon, pour pouvoir ingérer toujours plus d'observations, faire des modèles plus fins avec des modèles de mailles plus fines avec des échéances nombreuses et des prévisions d'ensemble dont je parlais avant qui rajoutent encore des modèles à faire tourner, finalement des sous-modèles à faire tourner. Oui, tout ça, ça nécessite des calculateurs de plus en plus puissants. Ouais. Si vous avez une nouvelle question, profitez-en, il reste quelques minutes seulement. C'est tout simple. Est-ce que vous prenez les données des amateurs que nous sommes? Parce que nous sommes nombreux à avoir des stations... Je ne sais pas si vous étiez déjà là, monsieur, mais on a évoqué le sujet pendant cette session. Bah, j'étais plus voilà. Je suis arrivé en retard. Mais François va vous en dire plus. Alors, on les consulte à titre informatif, mais elles ne sont pas assimilées pour les modèles. Hein. Mais il y a des gros travaux de recherche qui sont faits, notamment sur toutes les données météo disponibles, hein, y compris donc celles des amateurs hein, et les stations dont le monsieur hein. apparemment. Oui, oui, les stations d'infoclimat, les stations Netatmo, etc. Donc il y a des travaux d'intelligence artificielle qui sont faits pour voir quelle information on peut tirer utilisable pour nous, on peut tirer de ces stations qui sont, alors évidemment je sais que pour les stations amateurs et notamment Infoclimat il y a une certaine rigueur dans la mesure, mais bon on a déjà notre propre réseau à entretenir, à contrôler, qui est déjà quand même un sacré travail, et donc là l'idée c'est d'agréger en fait un maximum de données de nature diverses et de voir quelle information utile on tient. Donc il y a des travaux de recherche qui sont en cours en tout cas pour le faire, mais là de manière opérationnelle c'est pas encore le cas. C'est juste à titre informatif, hein, on les regarde forcément. Encore une ou deux questions ici apparemment. Bonjour, tout à l'heure Louis Baudin parlait de la façon dont on explique la météo à la télévision ou à la radio, comment on présente les cartes. Est-ce que dans le futur vous avez déjà des pistes d'amélioration de la façon dont on explique et on raconte la prévision? Oui, il y a des pistes. Non, je ne vais pas en dire plus, mais c'est vrai qu'en permanence, on cherche sur la façon de représenter l'information. Il y a le pictogramme, il y a l'animation, il y a les couleurs qu'on va utiliser, le vocabulaire, la vitesse à laquelle on le fait, la densité des informations qu'on va donner. Donc oui, là aussi, c'est un chantier permanent. En fonction des nouveaux outils, hein, ce qu'on appelle nous la 3D, et puis bientôt on va être en immersion, c'est-à-dire qu'on va être quasiment comme... utilise les studios aujourd'hui hollywoodiens, on va être au milieu du système, peut-être qu'on va pouvoir faire, vous avez peut-être vu ces exemples de Weather Channel aux États-Unis, c'est une chaîne qui a des moyens qui nous font tous rêver ici pour pouvoir exprimer le temps. Peut-être que oui, nous aussi en France, on arrivera à avoir ces moyens-là et on utilisera moyens pour être plus... Mais attention aussi, hein, il ne s'agit pas de faire pour faire. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà fait des choses quand j'étais dans le groupe Canal, où on est parti sur des délires à la Canal, qui étaient vraiment très jolis, sauf qu'à la fin, il va faire quel temps demain? Donc voilà, il faut aussi faire attention à ça. Donc il faut être à la fois dans la sobriété et l'efficacité, et puis en même temps, si on peut être plus juste et plus visuel, on est quand même un média, on passe par l'image, bah oui, on y travaille. C'est en permanence. Mais bon, là, je prêchais pour ma paroisse. Sur TF1, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des cartes qui sont, ce qu'on nous dit aujourd'hui, suffisamment claires, lumineuses, compréhensibles, qui fait que les faire évoluer, on essaye, hein, tous les ans, on se dit, bah non, le résultat, il n'est pas forcément aussi bien ou aussi efficace, donc on cherche. Mais oui, bien sûr qu'on espère faire évoluer ça. Sur TF1, vous êtes déjà parfois en immersion pour expliquer certains phénomènes météo. Il y a eu quelques fois, et c'est encore le cas? Oui, c'est encore le cas. Par exemple, dimanche soir, je ferai, mais pas sur la météorologie, où on habille tout le plateau là, du 20h, ça s'appelle la rubrique Demain, sur laquelle là, on met un peu de 3D et un peu de virtuel. Et là, on espère l'an prochain avoir les puissances de calcul pour passer à une étape au-dessus, pour être encore plus réaliste, parce qu'aujourd'hui, ça reste encore un peu, j'allais dire, artisanal, par rapport à tout ce qu'on peut voir avec les grands studios d'Hollywood qui ont des moyens sans limite pour pouvoir faire des animations sur lesquelles, pour l'instant, en tout cas nous, même à TF1, on ne peut pas s'aligner. Mais on y travaille. Et c'est vrai que ces décors, notamment en 3D, je crois que c'est quelque chose qu'on a vu il y a déjà quelques années en Belgique. Ils étaient assez précurseurs, hein, notamment. Une toute dernière question. Allez, il reste 2 minutes. Si vous voulez poser une question à Louis, à Rina, à François, c'est maintenant.
sinon après ce sera trop tard. Allez, la petite dernière. Alors, comme c'est météo et climat, là c'est plus une question orientée climat. On ne fait pas de prévision à plus d'une semaine. Pour autant, on voit apparaître des cartographies sur la sécheresse, par exemple, dans 1 an, 10 ans, 20 ans, sur certains sites internet comme Windy, par exemple. Et donc, qu'en pensez-vous Moi, je suis... là, je vais être un peu provocateur, mais je vais le faire exprès parce que voilà, je suis dans des gens quand même aguerris qui ont envie. C'est que le réchauffement climatique, c'est quelque chose qui est global sur toute la planète, c'est certain. Voilà, on y est, les explications le GIEC fournit, il y a une fourchette d'incertitudes qui dépend de notre comportement et puis encore des incertitudes du calcul, mais ça, c'est à l'échelle globale. Mais localement, et notamment dans un pays comme la France, je le disais tout à l'heure, distinguer ce qui va relever du réchauffement de ce qui relève du naturel, et puis je vais même aller un peu plus loin, il y a un scénario qui a d'ailleurs été intégré dans le GIEC, qui est si le Gulf Stream s'arrête demain. Si le Gulf Stream s'arrête demain, je suis un peu provocateur, on n'y est pas encore. Même s'il y a 10 ans, reprenez des études il y a 10 ans, moi j'étais déjà dans ce milieu de la météo, eh bien c'était étudié par beaucoup, et notamment l'université d'Harvard aux États-Unis, qui accordait beaucoup de crédit à cette hypothèse. Après, ils ont fait machine arrière, et de nouveau, depuis 1 an, on pourra peut-être ajouter ou être plus, on réétudie cette hypothèse-là et elle apparaît d'ailleurs dans les conclusions du GIEC. Et évidemment, si le Gulf Stream s'arrête chez nous, je rappelle qu'on est quand même à la latitude de Montréal, évidemment, dans un réchauffement global qui lui sera pas remis en cause, on peut très bien avoir régionalement des comportements différents. Donc c'est pour ça que moi, par exemple, en tant que communicant, je me refuse à faire ce que font d'autres collègues. Et je ne dis pas que j'ai raison dans mon comportement, c'est juste que c'est le mien. Moi, je me refuse à faire ces projections-là à 10 ou à 15 ans. Après, il y a des... Pardon, je complète juste. Il y a quand même des projections climatiques, il y a des modèles climatiques qui sont développés, notamment à Météo France, mais dans plein d'autres centres mondiaux, qui évidemment simulent le climat futur au mieux qu'on sait le faire à l'instant T. C'est en permanence amélioré, évidemment. Et par exemple, on va bientôt sortir des projections climatiques régionalisées, donc à l'échelle de la France, encore plus précises, à l'échelle kilométrique dans les prochaines années, à partir de ce qu'on sait. Mais comme dit Louis, il y a des phénomènes qui sont peut-être mal compris, mais on les comprendra probablement mieux avec les prochaines générations de modèles, et on sera peut-être capable de répondre plus précisément à certaines questions, notamment pour les variations régionales et saisonnières. Mais bon, sur les grandes tendances, ces cartes, elles existent parce qu'on est capable de les produire aujourd'hui dans l'état de l'art de la science du jour maintenant. Mais vous aurez sûrement les mêmes cartes, mais sans doute un peu ajustées dans les années futures. Voilà. Pardon. Rina ? Alors, quand on parle de sécheresse, c'est un phénomène à évolution lente. Je voudrais tout simplement confirmer qu'il faut être très vigilant dans la communication, puisqu'on doit parler de changement climatique ou est-ce qu'on doit parler de variabilité climatique? Il y a toute une recherche qu'il faudra effectuer avant d'affirmer quelque chose. Et aussi... afin d'être plus crédible, il faut toujours consulter la littérature scientifique qui existe. Louis, un dernier mot peut-être ? Oui, justement pour passer plutôt dans le côté un peu philosophique, mais moi c'est ce que j'aurais répondu à Trump, ça m'énervait, mais lui dire mais on s'en fiche que ce soit plus 3, plus 4, plus 5 degrés, tout ce que nous dit la météo aujourd'hui, l'état de la science d'aujourd'hui, de toute façon on ne peut pas continuer comme ça. Donc voilà, c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, de toute façon, on doit changer notre comportement, on laisse une empreinte sur la planète qui a l'air de beaucoup la gêner, donc il faut qu'on la rende un peu plus légère. Et puis surtout, deuxième état, et je suis très heureux, c'est que la biodiversité est maintenant aussi classée au même titre que le réchauffement climatique, c'est qu'on a la responsabilité, si je puis dire, des autres espèces au-delà des générations futures. Donc on a double responsabilité, et donc après on peut effectivement débattre des heures et des heures sur ce que sera la météo demain. Moi je suis prudent, d'autres sont beaucoup plus engagés. Le résultat, c'est que de toute façon on doit changer nos comportements, et qu'aujourd'hui c'est à ça qu'on doit s'attaquer d'une manière collective. Ça, c'est l'autre leçon que nous donne la météorologie. C'est pas dans un seul endroit du monde, c'est vraiment tous ensemble. Donc c'est comme ça qu'on doit se projeter. Je vous raconte ma petite histoire. C'est l'an dernier, j'ai eu la chance d'aller à Zanzibar. J'en ai eu la trace encore là, puisque je suis devenu ami avec un Maasai qui était là et à qui je dis, vous savez, maintenant on est ensemble. Et là, il me dit, comment ça, vous, là-bas, dans vos pays, vous intéressez à nous? Je dis oui, et je peux vous dire que c'est au-delà même de l'amitié haute, c'est que de toute façon, on est interdépendants. C'est que quoi qu'on fasse l'un et l'autre, maintenant, ça a des effets chez l'un et chez l'autre.
Et là, il est reparti, il était tout serein, il dit eh ben oui, on a la même importance sur cette terre et on a donc à tous agir collectivement. Ceux qui ont la chance d'être économiquement un peu plus développés, eh ben on a la responsabilité de transmettre, d'échanger, parce que nous, la science est un petit peu plus avancée. Donc voilà, c'est une leçon que nous donne la météorologie aujourd'hui. Merci d'avoir été nombreuses et nombreux à assister à ce débat, à cette session « Comment prévoir le temps ?» Et merci à nos 3 intervenants. Rina, météorologue à Madagascar, François Gourand, prévisionniste à Météo France, et Louis Baudin, journaliste présentateur météo sur LCI, TF1 et RTL. Merci à tous.